Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous avez passé un très bon week-end et nous voilà repartis pour une nouvelle semaine de Dev Café. Et comme chaque jour, un même défi pour moi, je dois vous résumer l'actu autour du dev mobile en une dizaine de minutes. Et à ce titre, aujourd'hui, je vais pas vous étonner en parlant dans un premier temps de l'écosystème Google avec Android, et en deuxième partie, on parlera d'Apple. Mais quand même, juste avant de commencer, je voulais vous signaler un tout petit changement car jusqu'à présent, je profitais de l'intro des Dev Café pour vous présenter les événements marquants, les faits marquants qu'il y avait dans l'histoire. Et bien désormais, vous retrouverez ça dans un short que je publierai généralement vers le midi, avec un résumé environ d'1 minute. Par exemple, aujourd'hui, on célèbre le Motorola Dynatax 8000X qui était le tout premier téléphone. Bref, voilà, j'espère que ça vous plaira, mais bon, on va revenir bien à Dev Café avec le programme que je vous ai indiqué en intro. Cette première partie sera consacrée à Android, et comme vous le savez, chaque version majeure a une lettre, et sur Android 13, c'est la lettre T, et de manière plus ou moins constante, ces versions, elles ont aussi eu droit à des noms de friandises. Par exemple, sur Android 13, c'est Tiramisu, mais on a aussi eu Nougat, Cupcake, et j'en passe. Et d'ailleurs, pour chaque nouvelle version, si vous allez à Mountain View, c'est-à-dire la ville où se situent les locaux de Google, il y a plein de statues un peu partout sur le campus. Mais en France, on est très chanceux car on est les seuls à avoir au niveau mondial une statue, et c'est à Montélimar qui est la ville du Nougat, et d'ailleurs je crois que la statue a pas mal bougé d'endroit, mais je crois qu'elle est vers la mairie désormais. Et si je vous parle de toutes ces friandises, c'est pas pour vous inciter à en consommer, non, parce que c'est bien 5 fruits et légumes par jour, mais plutôt parce que notre cher Michal a découvert le nom qu'il y aura sur Android 15, et ça devrait être Vanilla Ice Cream. Et pour être complet sur le sujet, Android 14 s'appellera normalement Upside Down Cake, c'est-à-dire l'équivalent des tartes tatin. Mais bon, mis à part vous faire grossir, cette info ne vous servira pas énormément, et on va donc enchaîner avec le Google Play et les avis sur les applis. Et depuis l'année dernière, les notes et commentaires qui sont affichés ne se font qu'avec le même form factor. Par exemple, les utilisateurs de tablettes ne verront pas les avis des téléphones. Et la petite nouveauté, c'est que la version web du Google Play connaît enfin une rare fonctionnalité, à savoir non seulement la possibilité de voir ses commentaires, mais vu qu'on est sur un navigateur, vous pourrez en réalité voir tous les commentaires, que ce soit pour les téléphones, les tablettes, les montres, etc. Mais bon, en fouillant un tout petit peu sur le site, certaines applications ça marche, mais d'autres non. Bon, ça fera juste qu'un bug en plus pour la version web. On reste ensuite sur les boutiques d'applications Android, mais du côté de F-Droid, et qui, pour rappel, n'héberge que des projets open source. Et par l'intermédiaire d'un article, je viens de découvrir que l'application elle était quand même assez mal foutue. Car plutôt que de fournir des web services pour le contenu de la page d'accueil ou encore la recherche, chaque client doit télécharger une base de données de 8 mégas en version compressée. Ça veut donc dire qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour, il faut à chaque fois retélécharger ces 8 mégas, ce qui est quand même très moyen. Toutefois, ils reconnaissent non sans mal que c'est loin d'être optimal, et ils vont désormais utiliser le JSON Merge Patch, qui est en fait un format qui ne donne que le contenu des modifications, sachant que d'après leurs calculs, dans le pire des scénarios, le fichier fait 80 kilooctets contre 8 mégas pour rappel auparavant. Alors ce changement y est déjà disponible dans la version stable de leurs clients, qui intègre notamment une meilleure sécurité avec l'utilisation de hash SHA-256 au lieu de SHA-1, ou encore une meilleure gestion des terminaux avec peu de RAM. Et enfin, dernier sujet autour d'Android, ça concerne les versions de test que vous déployez au final auprès de vos testeurs. Et il existe tout un tas de services, et Firebase App Distribution, ça a l'avantage d'être gratuit et de supporter autant Android qu'iOS, et même les app bundles sur Android d'ailleurs. Mais bon, fournir des versions de test c'est bien, mais encore faut-il pouvoir recueillir les retours des utilisateurs. Et bon, là-dessus, vous avez de nombreux services qui le proposent, mais bon, moi je dois quand même vous avouer que j'ai toujours quand même halluciné devant les prix pratiqués, car il y a en gros rien en dessous de 1000$ l'année, pour récupérer juste une pauvre capture d'écran, et encore généralement c'est limité. Et bien Firebase vient d'annoncer dans ses release notes que par l'intermédiaire de l'App Distribution, vous pourrez le faire autant par l'API que par le SDK et de manière gratuite. Alors de mon côté j'ai essayé de tester, mais il nous manque pas mal d'infos. Déjà le lien dans les release notes il marche pas, et en plus quand j'ai quand même essayé de persévérer en essayant le SDK Android, il n'y a rien qui se passe, mais quand même on peut quand même trouver 2-3 infos dans la doc. En gros, vous avez deux API. Une première qui peut être lancée pour afficher un écran avec une capture d'écran et laisser les utilisateurs ajouter des commentaires. Et une seconde API qui permet d'afficher une notification pour inciter l'utilisateur à le faire. Par exemple, on peut imaginer que ce soit le cas en cas de crash ou alors lors de certains achievements. Bref, c'est une bonne nouvelle d'une manière générale, d'autant que, comme je vous l'ai dit, ce sera entièrement gratuit. Et allez, juste avant les actus en bref, un petit détour par Flutter, car hier j'ai commencé une nouvelle série de vidéos qui sera, je pense, mensuelle, et qui vous résumera les nouveautés à venir.
Et parmi les fameuses nouveautés, il y a Eric Seidel qui est le créateur de Flutter et qui a quitté Google il y a quelques mois pour monter sa boîte qui s'appelle Shorebird. Et il a publié une vidéo en fin de semaine dernière pour montrer un concept qui permet de mettre à jour à distance des applications Flutter sur Android et iOS sans passer par les stores. Alors pour le moment c'est qu'une vidéo, mais vous pouvez vous inscrire pour faire partie de l'Early Access sur le site de Shorebird, et si d'ailleurs vous n'avez pas vu ma vidéo, eh bien n'hésitez pas à la regarder, mais bien sûr après ce Dev Café. Allez, cette fois-ci, c'est notre pause quotidienne pour les actus en bref, et bonne nouvelle, je vais pas évoquer des licenciements aujourd'hui. Je vous avais indiqué qu'après une vingtaine d'années d'existence, Google allait mettre fin à ses concours de code comme CodeJam ou Hashcode, mais on ne savait pas trop ce qui justifiait cette décision. Mais elle est finalement bien plus simple qu'il n'y paraît, car suite au licenciement, il ne reste plus personne pour s'en occuper. Dans les petits changements sur GitHub, vous devriez noter qu'il est désormais possible d'ajouter un pronom sur votre profil. Sur GitLab maintenant, les utilisateurs ne sont pas très satisfaits car dès le mois prochain, le tarif va bondir de 19 à 29 $ par mois. A noter que pour les utilisateurs qui paient déjà, la facture s'élèvera à 24 $ par mois jusqu'au prochain renouvellement, mais ensuite, ce sera le nouveau tarif. Cette augmentation est tout de même conséquente puisque sur un an, elle représente 120 $. Ensuite, à quoi reconnaît-on un langage qui date d'il y a une bonne paire d'années? Eh bien à son encodage, car pour du Java, un chantier s'ouvre pour le faire basculer vers de l'UTF-8 alors qu'aujourd'hui la base de code est, je cite, dans un codage mal défini. Et enfin, le site CNX Software a mis la main sur une calculette qui tourne sur Android 9. Vendu pour une dizaine de $, vous pouvez certes faire vos calculs, mais aussi accéder à un calendrier, une application de notes ou encore installer manuellement des applications et jeux. Après vous avoir parlé en long, en large et en travers des technos de Google, et bien direction le concurrent, à savoir Apple, et malheureusement on commence par une mauvaise nouvelle puisqu'elle concerne le fait qu'il est impossible, ou presque, de downgrader un terminal sur iOS 16. Alors je vous invite à lire l'extrait pour avoir plus de détails, mais si je vous résume uniquement la partie TLDR, depuis iOS 16, Apple a ajouté un composant qui le rend quasiment incompatible avec le fait de pouvoir revenir sur iOS 15 par exemple. En revanche, il devrait être possible de revenir en arrière, mais uniquement sur des versions d'iOS 16. Ensuite, c'est un très bon article de MacG qui nous fait un récapitulatif de ce qui sera disponible dans la prochaine version de Swift, à savoir la 5.8, et qui devrait normalement sortir à la fin du mois. Tout d'abord, dans la partie Concurrency, les Discarding Task Groups font leur apparition, et aujourd'hui, quand vous utilisez des groupes de tâches, donc des task groups, l'idée c'est de récupérer les résultats ensemble. Sauf que si toutefois des tâches ne renvoient rien, c'est inutile d'attendre un quelconque résultat, auquel cas ces Discarding Task Groups sont exactement faites pour ça. Il est ensuite question de la notation backdeployed, mais je vous en avais déjà parlé dans un ancien numéro de Dev Café, je vous mets le lien dans le petit i comme d'hab, mais au cas où pour faire très vite, ça permet de rendre disponibles des nouvelles méthodes à des anciens systèmes. Côté Swift Package Manager, vous allez pouvoir utiliser des tokens pour vous identifier plutôt que le classique couple nom de l'utilisateur et mot de passe. Il est ensuite question d'un changement autour des weak self, mais là-dessus j'avoue ne pas m'y connaître suffisamment sur Swift pour tenter des explications. Alors si quelqu'un d'entre vous est plus à même de le faire, surtout n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et rapidement ensuite, les pointeurs sont plus performants, on peut aussi passer un argument Enable Upcoming Feature qui comme son nom l'indique permet de tester des fonctionnalités avant qu'elles soient disponibles, et enfin on pourra assigner des valeurs à une variable un peu à la mode Kotlin, c'est-à-dire en mettant des if ou des switch directement lors de l'initialisation. Ensuite, il va falloir encore attendre un tout petit peu car c'est du teasing pour la nouvelle version de RocketSim qui, pour rappel, est un outil qui vous permet d'améliorer le simulateur iOS. Et sur la version 10, tout comme c'est déjà le cas sur l'émulateur Android, vous allez pouvoir simuler des positions GPS, mais vous pourrez aussi lancer des itinéraires, que ce soit en voiture ou à pied. Mais le fait intéressant, c'est que vous pourrez jouer sur la vitesse ou encore la fréquence à laquelle les changements de position seront donnés. Par contre, il n'a pas l'air possible d'importer des fichiers GPX comme c'est le cas sur Android. En attendant que cette version sorte, eh bien, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous avais fait dessus, mais au cas où l'application elle est gratuite avec des paiements in-app pour débloquer des fonctionnalités supplémentaires. Et enfin, plus ou moins dans le c'est pas vraiment disponible, c'est une vraie version de Chrome pour iOS, car comme vous le savez, la WebView utilise aujourd'hui Safari, et on sait que Google comme Mozilla travaillent à intégrer leur propre moteur. Et 9to5 Google a un peu fouiné dans le bug tracker de Chromium pour trouver quelques captures d'écran avant d'arriver eux aussi à le faire tourner sur le simulateur iOS. Bon, je vais pas trop m'attarder sur l'interface car elle est probablement que temporaire, mais le fait intéressant c'est que les sites ont l'air de se charger correctement et finalement que Google est bien dans les starting blocks pour nous sortir une vraie déclinaison de Chrome sur iOS.
Mais vu qu'ici c'est le moteur Blink qui est porté, on imagine que très vite Edge, Opera et tous les autres navigateurs qui se basent dessus s'affranchiront aussi de la WebView d'Apple, à moins qu'ils préfèrent y rester dessus, mais bon, en tout cas on verra ça dans les mois à venir. Et voilà, on va s'arrêter là pour l'épisode de ce lundi, et si vous m'écoutez avant midi, eh bien n'hésitez pas à revenir pour regarder le short que j'ai appelé Tech in Time, sinon n'hésitez pas à aller y jeter un œil dès à présent. En tout cas, de mon côté, eh bien je vous remercie énormément d'avoir suivi ce Dev Café, et d'ailleurs je sais même plus quel numéro c'est. En tout cas, moi je vous souhaite une très très belle journée à toutes et tous, et donc rendez-vous demain, même heure et même endroit.